À 79 ans, Mireille Mathieu demeure une icône intemporelle, une voix qui résonne comme un écho de la France profonde, romantique et passionnée. Née sous le soleil d'Avignon, elle a conquis le monde avec une ferveur qui défie le temps. Mais derrière les projecteurs des grandes scènes et les ovations des foules, se cache une vie tissée de joies éclatantes, de chagrins profonds et de mystères insondables. Plongez avec nous dans cette odyssée légendaire, où la musique est bien plus qu'un art, c'est une bouée de sauvetage, un refuge dans les tempêtes de l'existence. Nous explorerons non seulement sa carrière éblouissante, mais aussi les ombres de son cœur, des amours voilés aux pertes déchirantes, en passant par une résilience qui fait d'elle un symbole vivant d'espoir. Préparez-vous à une immersion totale. L'histoire de Mireille Mathieu n'est pas qu'une biographie, c'est une symphonie d'émotions, un roman choral qui continue de vibrer en cette année 2025, alors qu'elle enchante encore les âmes du monde entier. Imaginez Avignon en 1946, dans l'ombre de la Seconde Guerre mondiale. Les remparts médiévaux de la ville papale veillent sur un peuple qui se reconstruit. Les marchés bruissent, les ruelles sentent le thym et la lavande. C'est là, le 22 juillet, que naît Mireille Delphine Marceline Mathieu, aînée d'une fratrie qui comptera 14 enfants. Son père, Roger Mathieu, est tailleur de pierre, héritier d'une tradition familiale de marbriers funéraires, ancrée dans la terre provençale depuis 4 générations. Son atelier, situé près du cimetière Saint-Véran, est un lieu de silence, où la pierre froide contraste avec la chaleur de sa voix de ténor amateur. Roger, passionné d'opéra, fredonne Puccini et Verdi en sculptant des monuments, insufflant à sa fille une première étincelle musicale. Sa mère, Marcelle Sophie Poirier, arrivée à Avignon comme réfugiée de Dunkerque en 1944, porte les cicatrices invisibles de la guerre, les bombardements, l'exode, la perte de proches. Jusqu'à son décès en 2015, à 94 ans, d'une embolie pulmonaire, elle reste le pilier discret d'une famille unie par la nécessité. Le foyer des Mathieu est un microcosme de la France d'après-guerre. Pauvreté tenace, éclat de rire improvisé, et une solidarité farouche. Mireille, surnommée Bébé Mimi ou Bimimi par ses proches, grandit dans un 2 pièces exigu, où chaque mètre carré est disputé par une ribambelle de frères et sœurs. Dès ses premiers pas, elle montre une sensibilité aiguë à la musique. Roger lui chante des berceuses provençales et des airs d'opéra, tandis que la radio diffuse Charles Trenet ou Maurice Chevalier. Mais c'est la découverte d'Édith Piaf à la télévision qui change tout. La voix rauque et vibrante de Piaf, son émotion brute, devient une obsession pour la petite Mimi. C'était comme si elle chantait pour moi seule, confiera-t-elle dans ses mémoires. À 4 ans, lors de la messe de minuit de Noël 1950, elle monte sur la scène de l'église paroissiale. Sa voix d'enfant, pure et vibrante, interprète un cantique traditionnel. Récompensée par une simple sucette, elle y voit un présage, la musique sera son destin. Ce moment, gravé dans sa mémoire, est le premier acte d'une carrière qui bouleversera sa vie. L'enfance de Mireille est une lutte quotidienne. Non diagnostiquée à l'époque, sa dyslexie la handicape à l'école, où elle redouble une classe. Les enseignants, rigides, la réprimandent pour ses rêveries mélodieuses, la punissant lorsqu'elle fredonne au lieu d'étudier. Sa gaucherie naturelle, jugée non conventionnelle, attire les moqueries. Forcée d'écrire de la main droite, sa main gauche ligotée, elle défie ses contraintes sur scène, où ses gestes passionnés deviennent sa signature. En 1954, la famille déménage dans un logement subventionné à Montfavet, un léger répit. Puis, en 1961, vers la Croix des Oiseaux, dans un appartement plus grand, mais les dettes persistent. À 13 ans, Mireille abandonne l'école, trop de bouches à nourrir. À 14 ans, elle entre à l'usine de Montfavet, pliant des enveloppes dans le vacarme des machines. Là, sa voix éclate comme un cri de liberté. Pendant les pauses déjeuner, elle chante pour ses collègues, transformant la cantine en cabaret improvisé. Sa sœur Monique la rejoint. Ensemble, elles pédalent sous les rafales du Mistral sur des vélos achetés à crédit, un rituel qui forge leur complicité. Quand l'usine ferme, les sœurs deviennent animatrices dans un camp d'été local. Une gitane, lisant les cartes, prédit à Mireille, « Tu chanteras pour des rois et des reines ». Une prophétie fantasque ? Peut-être, mais elle se réalisera au London Palladium. La foi catholique de Mireille est un ancrage. Pratiquante fervente, elle adopte Sainte Rita, patronne des causes désespérées, sur les conseils de sa grand-mère Germaine. Avant chaque prestation, un signe de croix discret, mon armure invisible, dira-t-elle. Cette spiritualité donne à ses chansons une profondeur presque sacrée. À 13 ans, elle quitte l'école. À 16 ans, on la compare à Piaf. Approfondissons ce contexte familial. Roger, dans son atelier près du cimetière,
enseigne à ses enfants la dignité du labeur. Les veillées familiales sont des concerts improvisés. Mireille chante, ses frères et sœurs tapent sur des casseroles. Marcel Sophie raconte des histoires de guerre, instillant une conscience de la fragilité de la vie. À 8 ans, Mireille compose un poème sur les pierres de son père, qu'elle chante à Noël, faisant rire et pleurer sa famille. À l'usine, les ampoules et les quotas usent son corps frêle, mais nourrissent sa voix, une puissance brute, forgée dans les nuits provençales. Ces épreuves ne brisent pas Mimi, elle la sculpte, comme le Mistral façonne les oliviers. Réflexion. L'enfance de Mireille incarne un rêve français, une gamine des faubourgs défiant son destin. Contrairement à Piaf, dont l'enfance fut chaotique, celle de Mimi est un labeur structuré, teinté de piété. Sa voix, claire et cristalline, reflète cette pureté provençale, loin des excès parisiens. 1962 marque le début. À 16 ans, Mireille participe à On chante dans mon quartier à Avignon. Sur une scène modeste, éclairée par un unique projecteur, elle interprète La vie en rose. Sa voix, portée par une intensité océanique, électrise le public. Deuxième derrière Michel Thor, elle gagne le bouche à oreille. Raoul Colombe, adjoint au maire, la propulse dans des galas locaux, fêtes, mariages, kermesses. Sa sœur Monique, roadie improvisée, transporte micro et partition à vélo. En 1964, elle remporte le concours, gagnant un voyage à Paris et une audition pour le Jeu de la chance sur Télédimanche. Paris, la fin du monde pour la provinciale, je n'avais jamais pris le train ni vu une caméra, se souviendra-t-elle. En 1965, lors d'un gala d'Enrico Macias, Johnny Stark, impresario surnommé l'Américain, la repère. Ancien manager de Petula Clark, il voit en elle une perle brute. Le 22 novembre 1965, Georgette Lemaire se désiste. Roger Lanzac pousse Mireille sur la scène de Le Jeu de la chance. Elle chante Mon credo, un texte pieux. Le public vote, elle triomphe. Stark signe un contrat d'exclusivité, l'envoie chez Annette Charlot pour des cours de chant et lui impose une coupe au carré, un clin d'œil à Piaf, mais blond platine. L'ascension est fulgurante. Fin 1965, première à l'Olympia en première partie de Dionne Warwick. Mes jambes tremblaient, avoue-t-elle. Succès mitigé, mais Paul Moria l'adoube. 1966, vedette à l'Olympia avec Qu'elle est belle. La presse la nomme Piaf d'Avignon. Maurice Chevalier la parraine, elle s'envole pour The Ed Sullivan Show, vu par 60 millions d'Américains. François Reichenbach filme Le conte de fées de Mireille Mathieu, 1966, la consacrant héroïne nationale. Premier tube, Mon credo, 1966, 500 000 ventes. Suivent C'est ton nom, La dernière valse, 1967, carton en Angleterre. Elle chante au Royal Variety Performance devant la reine Elisabeth II, la prophétie gitane se réalise. En 1968, accident de voiture, fracture vertébrale, 3 mois d'arrêt. Un mot anonyme, We will get you next time. Menace? Mystère. Elle rebondit, plus forte. Chronologie des débuts. 1965, contrat Stark, Olympia première partie. 1966, Mon credo numéro 1, Olympia vedette, Ed Sullivan. 1967, La dernière valse, Royal Performance. 1968, J'ai gardé l'accent, tournée US avec Dean Martin. 1969, La première étoile, succès suédois. Album, Mireille Mathieu, 1967, orchestré par Michel Legrand. Anecdote, Chevalier lui conseille, chante avec ton âme, pas ta gorge. Controverse, accusation de plagiat vocal, Stark contre-attaque en justice. Réflexion, les années 60 sont le creuset de sa légende. De l'usine à l'Olympia, Mireille incarne la mobilité sociale par le talent. Son accent provençal, préservé, ajoute une authenticité rare. Et voilà, nous arrivons au bout de ce voyage extraordinaire dans la vie de Mireille Mathieu, une femme dont la voix a traversé les époques, les frontières et les cœurs. À plus de 80 ans, elle reste une icône, un symbole vivant de ce que la passion et la persévérance peuvent accomplir face à l'adversité. Mais au-delà des chansons, des scènes illuminées et des ovations, son histoire est celle d'une âme complexe, marquée par des triomphes éclatants et des chagrins profondément enfouis. De la petite fille d'Avignon qui chantait pour échapper à la pauvreté à la superstar mondiale qui a partagé la scène avec Frank Sinatra et Elvis Presley, Mireille Mathieu nous rappelle que les rêves les plus audacieux peuvent se réaliser, même lorsque le monde semble vouloir nous retenir. Alors, prenons un instant pour réfléchir à ce que son parcours nous enseigne, à l'énigme de son cœur,
et à l'héritage qu'elle continue de tisser, note après note. Pensée grecque. Comment une adolescente dyslexique, issue d'une famille de 14 enfants luttant pour survivre dans une France d'après-guerre, a-t-elle pu devenir une légende? La réponse réside dans sa voix, bien sûr, mais aussi dans son courage. Cette voix, découverte lors d'une messe de minuit à l'âge de 4 ans, n'était pas seulement un don, c'était une arme, une lumière dans l'obscurité. Chaque fois qu'elle chantait, que ce soit dans les ruelles d'Avignon, dans l'usine de Montfavet ou sur les planches de l'Olympia, Mireille transformait ses épreuves en mélodie. Ses chansons, qu'il s'agisse de l'émouvante Une histoire d'amour ou de l'intemporelle La dernière valse, ne sont pas de simples airs, elles sont les chapitres d'une vie où chaque note porte une histoire de lutte, d'espoir et de rédemption. Mireille n'a pas seulement chanté pour divertir, elle a chanté pour survivre, pour s'élever, pour donner un sens à un monde souvent cruel. Au cœur de ce récit, il y a Johnny Stark, cet impresario surnommé « l'Américain », qui a vu en elle bien plus qu'une imitatrice d'Édith Piaf. Il a vu une étoile, un diamant brut qu'il a poli avec exigence et vision. Leur lien était plus qu'une collaboration professionnelle, c'était une connexion profonde, presque indéfinissable. Quand Mireille disait « J'ai perdu ma moitié » après la mort de Stark en 1989, elle révélait une vérité qui allait au-delà des mots. Était-ce de l'amour? Une amitié fusionnelle? Une relation mentor-élève teintée d'une intimité unique? Elle seule connaît la réponse, et c'est peut-être ce mystère qui rend son histoire si captivante. La perte de Stark, emportée par une crise cardiaque à 66 ans, a laissé un vide dans son cœur, un vide que même les applaudissements de milliers de spectateurs n'ont pu combler. Pourtant, Mireille a continué, prouvant que sa force intérieure était plus grande que n'importe quelle douleur. Sa vie amoureuse, entourée d'une aura de mystère, ajoute une dimension fascinante à son parcours. Les romances qu'elle a vécues, une idylle avortée dans les années 1980, une relation éphémère avec le styliste Olivier Masson dans les années 1990, semblent toujours avoir été éclipsées par son dévouement à la musique. À 3 jours d'un mariage, elle a choisi sa carrière plutôt qu'une vie conventionnelle, un choix déchirant mais révélateur de sa priorité, la scène. Les rumeurs de liaison avec des icônes comme Alain Delon ou Patrick Duffy ont alimenté les tabloïds. Mais Mireille a toujours gardé le silence, préférant laisser sa musique parler pour elle. L'amour est le plus beau sentiment au monde, a-t-elle dit, ajoutant qu'il n'est pas nécessaire de se marier pour aimer. Ces mots, simples mais profonds, reflètent une femme qui a vécu l'amour à sa manière, loin des attentes sociales, protégée par sa famille et son entourage fidèle, de sa sœur Monique à Johnny Stark. Mais Mireille Mathieu, c'est aussi une femme de foi. Sa dévotion à Sainte Rita, patronne des causes désespérées, a été une boussole dans les moments les plus sombres. Ce discret signe de croix qu'elle trace avant chaque concert est plus qu'un rituel, c'est un acte de courage, un lien avec une force supérieure qui l'a guidée depuis son enfance. Cette foi, combinée à l'amour indéfectible de sa famille, a fait de Mireille une figure de résilience. Elle n'a pas seulement survécu à la pauvreté, à la dyslexie, à un accident de voiture ou à la perte de Stark, elle a transformé ses épreuves en carburant pour sa légende. Et quelle légende! Des tournées internationales en Russie, en Chine, au Japon, aux concerts à guichets fermés au Palais des Congrès devant 100 000 spectateurs, Mireille a porté la langue française et la culture de son pays à travers le monde, devenant une ambassadrice d'une France en quête de renouveau. Aujourd'hui, alors que les décennies passent, Mireille Mathieu reste une énigme, une artiste qui continue d'enregistrer et de se produire avec la même passion qu'à ses débuts. Sa voix, toujours aussi puissante, est un pont entre le passé et le présent, un rappel que la musique peut transcender le temps. Mais au-delà des chansons, son histoire nous pousse à réfléchir. Qu'est-ce qui fait une vie bien vécue? Pour Mireille, c'est peut-être cette capacité à rester fidèle à soi-même, à garder un jardin secret dans un monde qui exige tout de nous. C'est cette résilience qui l'a porté de l'usine de Montfavet aux scènes les plus prestigieuses, prouvant que les rêves, même ceux nés dans la pauvreté, peuvent changer le monde.